Ici, un travail sur les stations expérimentales. Donc avec une toute petite partie historique, mais aussi un travail de terrain en fait sur des unités expérimentales de l'INRA. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir des gens des stations expérimentales qui sont là. Donc de la station d'Alenia, sur laquelle j'ai travaillé, et de la station de Mirecourt. J'ai aussi travaillé sur la station de Gautron, mais malheureusement, Sylvain ne peut pas être là. Et donc l'idée, c'est que je fasse la présentation. Voilà, je vais faire ma partie mon travail de sociologue. Et ensuite, on va essayer de leur demander de témoigner, en fait, pour voir si... voilà, on va essayer de discuter un peu comment ça fait écho chez eux, ce que je vous présente là, et essayer un peu d'incarner ce que je vais vous raconter un peu. Donc, dans ce travail-là, l'idée c'était bien de prendre vraiment les stations expérimentales comme un objet de recherche. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un objet en sciences sociales, en tout cas, peu étudié en tant que tel. Il y a pas mal de travaux sur les expérimentations chez les agriculteurs, donc on farm experiment, mais il n'y en a pas tant sur les stations expérimentales et sur le travail de recherche qui est fait en station expérimentale. Et donc l'idée dans ce travail-là, donc même si je travaille de manière inductive, comme l'a présenté Florence tout à l'heure, j'avais bien une grosse hypothèse, une espèce d'intérêt de base, qui était de me dire que les stations expérimentales pouvaient être considérées comme un espace intermédiaire, un objet frontière, où se rencontrent recherche agronomique, donc les chercheurs, les agronomes et le monde agricole qui peuvent avoir peut-être l'occasion de venir sur cette station, que ça peut être un lieu où peuvent se rencontrer ces deux mondes. Et donc, l'idée que j'avais derrière, c'était de voir si, c'était sous forme de question, si les stations expérimentales pouvaient être considérées comme un lieu de production et de partage de connaissances, donc entre recherche agronomique et agriculteurs, pour des changements de pratiques agricoles, et ce qui m'intéresse en particulier, c'est la réduction des pesticides. Donc ce travail a été financé par le projet REDOPIC, qui est financé par le métaprogramme SMASH. Et l'objectif du projet, concrètement, c'était de comprendre comment une unité expérimentale peut être une ressource pour des changements de pratiques, favorisant la réduction des pesticides dans les territoires. C'était l'objectif global du projet. Donc, dans ce projet, l'idée c'était bien de considérer notre station dans son environnement et de regarder donc d'une part comment se transforment les activités des agents d'une station au fil du temps et des thématiques. Donc il y a eu un travail un peu historique pour comprendre comment avait évolué le travail des gens dans les stations. C'était aussi de comprendre comment se façonnent les relations entre un dispositif expérimental, donc une station, et des acteurs professionnels du monde agricole au fil du temps. Quelle est la nature de ces relations? Quelles sont les interactions des agents de la station et avec les acteurs du monde agricole? Donc ça peut être des conseillers, des agriculteurs, la filière. Et l'idée, c'était de s'interroger sur l'impact en fait, de ces relations sur les thématiques traitées au sein de la station et vice-versa, c'est-à-dire de comprendre comment les thématiques qui étaient traitées dans la station pouvaient avoir un impact sur ce qui se passait autour, dans le territoire. C'était pas forcément d'aller très très vite. Donc si je replace ça dans le cadre de ce sujet d'introduction que vient de présenter Fred, donc on a bien la station qui est ici, que je considère ici comme une espèce de recherche semi-confinée, parce qu'on n'est pas dans un laboratoire, on est en extérieur tout simplement, donc je vais revenir dessus, mais voilà, c'était la manière de le considérer. C'était de considérer donc l'extérieur de la station, le monde réel, le grand monde, et donc l'interface, en fait, les interactions entre le dehors et le dedans de la station. C'est une manière très simplifiée de le présenter, mais c'est pour vous replacer ça dans le cadre théorique. Et donc l'idée, c'est bien de regarder les processus de traduction qu'il pouvait y avoir dans ces interactions. Donc voilà pour le cadre théorique. Maintenant,
maintenant je vais passer un petit peu à voilà, ces stations. Comment on peut se dire qu'elles sont semi-confinées? Je vais essayer de vous illustrer ça un petit peu. Donc ce qui est intéressant, c'est que finalement, le développement de la procédure expérimentale donc, est souvent vu comme un vecteur en fait, d'institutionnalisation de la science agronomique. C'est-à-dire que le développement de cette procédure expérimentale, elle marque le passage en fait, d'un travail assez descriptif des phénomènes à un travail explicatif qui veut en fait atteindre une certaine généricité et reproductibilité, au même titre que ce qui s'est fait dans d'autres disciplines. C'est ce que vous racontez Frédéric tout à l'heure, donc avec la volonté de faire des expérimentations qui soient reproduisibles et sur lesquelles on puisse faire des choses génériques. Et donc, le moment où se développe cette procédure expérimentale en agronomie, ça marque en fait vraiment la naissance de la science agronomique en tant que telle. Et donc là, finalement, à ce moment-là, au développement de la procédure expérimentale, on peut se dire on est plutôt dans la volonté de développer une science de laboratoire assez confinée. On retrouve le modèle de laboratoire. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, dans la foulée de ce développement de la procédure expérimentale, sont créées les premières stations expérimentales au XIXe siècle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, en fait, depuis le départ, finalement, ces stations ne sont pas des laboratoires en tant que tels au sens de confinés. C'est-à-dire que depuis leur création, elles ont à la fois cette vocation à faire de la recherche de laboratoire, de faire des recherches en mode confiné, mais leur création est toujours faite aussi avec un autre objectif qui est en général de diffuser des nouvelles pratiques. Et donc là on voit que ça met en discussion cette idée du modèle confiné. Et donc quelques exemples, les premières stations expérimentales, on va dire, qui apparaissent, c'est les jardins d'essai, donc dans les colonies. Et donc Bonneuil en parle comme un instrument de colonisation agricole, par exemple, au sens où ces jardins d'essai, ils ont vocation en fait à soit adapter des variétés de certains climats dans d'autres climats. Donc là, on a la partie recherche, mais il y a aussi l'idée de développer des nouvelles pratiques et augmenter la productivité des cultures expérimentées, mais dans l'idée de mieux, que ces cultures soient mieux cultivées dans les colonies en fait. Donc il y a l'idée bien sûr de diffuser de nouvelles pratiques, d'améliorer, de venir améliorer la productivité de plantes indigènes. Et donc on a bien cette espèce d'hybridation entre à la fois des dynamiques de recherche et d'essayer de diffuser de nouvelles pratiques. Donc ça se poursuit quand les stations expérimentales occidentales sont créées. Les premières en Allemagne, si je ne me trompe pas, avec là, les stations expérimentales sont toujours à la fois un instrument de recherche sur le développement des produits chimiques, de l'utilisation des produits chimiques en agriculture, mais aussi avec la volonté de diffuser en fait cette chimie agricole avec des visites qui sont organisées et des processus de formation des agriculteurs qui sont invités à venir se rendre sur les stations expérimentales qui en fait sont un instrument pour faire preuve en fait de l'efficacité de cette chimie agricole. Et donc juste pour vous donner quelques repères, les premières stations expérimentales sont créées en Allemagne en 1850, la première, et en France, on considère que la première c'est à Nancy en 1868. Voilà. Donc sur l'évolution de ces stations au XXe siècle, ce qui est intéressant, c'est que ce débat en fait, sur la mission des stations expérimentales, est-ce que c'est un instrument de recherche ou de démonstration, il apparaît en tant que tel aux Pays-Bas. Une vraie controverse en fait, qui se met en œuvre à ce moment-là, pour savoir quel est l'objectif finalement de ces stations. Et donc à ce moment-là, il y a même, donc c'est au début du XXe, aux Pays-Bas, il y a la production d'un manuel d'expérimentation qui vise à distinguer 5 types d'expérimentation et qui
qui en fait distingue différentes missions qui visent à la fois à la recherche et à la fois à la diffusion des pratiques. Donc on a les 5 types d'expérimentation au champ sont définis comme une première qui doit être la démonstration de différences clairement observables. Donc là on a un objectif de recherche qui peut être utilisé pour la démonstration en public. Les expérimentations pour l'observation de résistance aux maladies. Donc là, même, on a quelque chose qui peut plutôt se relever de la recherche. Les expérimentations exploratoires pour déterminer les facteurs à tester plus précisément. Voilà, donc clairement peut-être quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la recherche. On vise à développer une nouvelle question de recherche. Une expérimentation de productivité récolte. Qui peut être à la fois utilisé pour la recherche, mais pour la démonstration publique. Et enfin, des formes d'expérimentation qui sont des expérimentations en institut à développer en station de recherche et qui, en fait, en aucun cas ne sont appropriées pour le champ, pour l'expérimentation chez l'agriculteur. Donc là, on a clairement cette opposition entre des expérimentations qui visent à être publiques, à être publicisées, et des choses qui visent clairement à être confinées. On a ce débat début du XXe siècle. Voilà. Et c'est ce qui donne, en fait, aux Pays-Bas, ce débat donne lieu, en fait, au développement de différentes stations expérimentales, des stations qui sont vraiment dédiées à la recherche, et des stations qui sont dédiées à la démonstration et qui font partie des Extension Services, donc, dont on a tous parlé, et qui ont vraiment cette vocation de conseil, de démonstration pour les agriculteurs. Mais donc ce débat-là, il existe depuis le début du XXe, et ce qui se passe, c'est que avec la création de ces 2 types de stations aux Pays-Bas, donc Matt, l'auteur que je cite, il souligne finalement la distance grandissante entre l'expérimentation scientifique et l'expérimentation des agriculteurs, en fait, puisqu'on a vraiment deux pôles qui se développent, il parle d'un expérimental local. Ensuite, pour continuer sur l'évolution des stations au XXe siècle, ensuite, on a une montée en puissance des essais variétés qui contribuent au développement des stations, donc au courant du XXe. Et où là, toujours, on a à la fois cette idée de à la fois faire de la recherche et à la fois essayer de conseiller sur de nouvelles variétés à adopter. Et enfin, une dernière évolution, suite à la modernisation agricole, on a une montée en puissance de la nécessité de mieux prendre en compte l'humain dans le développement de nouvelles techniques et aussi des problèmes environnementaux. Et ça a des conséquences sur le type d'expérimentation qu'on va mettre en œuvre et la manière de les mettre en œuvre. Et c'est ce que vous allez voir tout de suite quand je vais vous parler des stations d'aujourd'hui. Donc des stations d'aujourd'hui. Alors mon propos est concentré sur le travail que j'ai fait, donc sur 2 stations. C'est pas forcément, faut garder ça à l'esprit, je pense. Je ne vais pas parler des stations expérimentales en général. Donc j'ai travaillé sur la station d'Alenia et j'ai travaillé sur la station de Gotteron, sachant que je n'ai travaillé que sur une équipe. Elle est composée de plusieurs équipes. J'ai travaillé sur l'équipe qui était en charge pendant ces 10 dernières années d'une expérimentation système en pommier et qui comparait différents modes de production, donc raisonné, biologique et traditionnel. Non, c'est pas ça. Production intégrée, raisonnée et biologique. Voilà. Donc ce travail, je l'ai fait avec de la recherche vidéo, documentaire, en regardant un peu pour comprendre l'évolution des projets, des thématiques des unités, les conventions partenariales. Donc il y a eu un travail de fouille documentaire pour comprendre comment s'étaient construites les thématiques dans ces 2 unités, comment elles avaient évolué, comment avaient évolué les partenariats au fil du temps. Des observations participantes avec la participation à pas mal de réunions de travaux dans ces stations expérimentales. Et donc des entretiens auprès des agents des UE, donc quasiment la totalité des agents à Alenia et les agents de cette équipe, donc à l'unité de Gotteron à Rome. Donc tout corps de métier, début, ingénieurs, techniciens, équipe de terrain. Et donc l'idée c'était bien de comprendre comment eux, avec des gens qui pouvaient déjà des fois être là en fin de carrière, comment ils avaient vécu l'évolution de ces thématiques de recherche. Donc pour vous dire qui étaient un petit peu ces gens, c'est un milieu majoritairement masculin. Ce qui est pas mal, c'est qu'aujourd'hui,
Dans les gens qui m'ont témoigné, que des filles. Donc on peut dire que le métier se féminise, se rajeunit peut-être aussi. Il se rajeunit puisqu'on a une grande diversité de groupes d'âge dans ces personnes, mais la majorité a plus de 40 ans. Alors on n'a pas de chargé de recherche dans cette station, on a des ingénieurs agronomes, des assistants ingénieurs, techniciens de recherche, assistants techniques. Et en termes de trajectoire professionnelle, on a aussi des ingénieurs docteurs et pas mal d'expériences en fait antérieures dans le conseil agricole, dans les stations régionales privées et ou encore dans les espaces verts. Voilà, pour vous dire un peu à qui on a affaire, rapidement. Donc je vais vous présenter maintenant en fait brièvement des trajectoires en fait des collectifs que j'ai étudiés, où l'idée ça va être vraiment de regarder comment évoluer les relations partenariales. Donc très brièvement, vous allez voir au fil du temps, en fonction des thématiques, et qu'est-ce que ça a pu produire éventuellement sur le type de production de connaissances mise en œuvre. Donc on a ici la trajectoire du cas d'Alinia. Donc j'ai mis des pareils en grisé parce que c'est pas ce qui nous intéresse. Enfin, des lignes en grisé parce que c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Mais qui va quand même être utile. Donc vous voyez rien, je pense. Je vais vous dire ce qu'il y a. Donc cette première ligne en bleu concerne en fait les partenariats de la station avec le monde professionnel agricole. Donc ce qu'on peut voir en regardant rapidement cette trajectoire, c'est que dans les années 80, il y avait effectivement des relations avec le monde agricole local, et c'était surtout beaucoup de visites de producteurs. Mais cela se faisait aussi, donc il y avait des visites, des journées techniques qui étaient organisées, mais c'était aussi beaucoup de relations informelles entre les agents de la station et les producteurs, avec parfois des agents qui se rendaient chez le producteur pour les conseiller, sachant qu'à ce moment-là, ce qui se passait sur la station, notamment, c'était le développement des systèmes hors sol. Et donc c'était quelque chose de nouveau sur lequel des agents de la station pouvaient venir en appui à des agriculteurs qui voulaient se lancer dans ce système-là. Donc c'était des producteurs, des relations informelles avec des producteurs qui se lançaient dans ce système-là, mais c'était aussi beaucoup de relations avec des pépiniéristes et de l'agrofourniture, donc pour tout ce qui était autour de la mise en place des systèmes hors sol. Voilà. Après, donc, autour du système hors sol, ça se fait comme ça, et après on a eu aussi ce type de relation quand il y a eu le développement de la lutte bio en maraîchage, puisque il y avait ici des événements sanitaires qui ont lieu avec des maladies qui sont apparues et que la station a contribué. La station a contribué à produire des solutions en lutte bio sur ces choses-là. Et donc, à nouveau, il y avait des relations avec les gens alentour, puisque c'était la station qui avait, d'une certaine façon, une des solutions pour lutter contre ces maladies. Donc ça, c'était durant les années 80, donc c'est quelque chose qui dure dans le temps. Et puis, au moment des années 2000, on a une réduction des visites de producteurs au profit en fait d'un renforcement entre des relations scientifiques et les experts locaux. Donc pourquoi ça? Donc ça tient à quand même une transformation dans la manière de faire de la recherche. C'est le moment où on a clairement le développement de la recherche par projet. Et donc avec la nécessité pour la station de s'inscrire en fait dans des communautés scientifiques en fait, et plus tant peut-être de répondre à des demandes locales, mais bien de produire de la recherche agronomique. Et donc ce qui était les partenariats qui apparaissent dans les projets, c'est des partenariats scientifiques ou avec des experts. Donc avec par exemple des gens du CIVA, des gens qu'on peut mobiliser, des conseillers. Et la raison aussi, donc il y a cette augmentation, et la raison pour laquelle il y a aussi une réduction des visites des producteurs, des relations locales, c'est que à ce moment-là, puisqu'il y a le développement de la recherche par projet et l'objectif que les stations expérimentales doivent être des lieux de production de recherche scientifique, il se trouve qu'il y a une réduction des essais variétés
qui était fait beaucoup par prestation de services, entre autres, pas que, mais par prestation de services. Donc cette partie est réduite au profit de la partie recherche. Or, c'était quelque chose qui faisait venir pas mal les producteurs sur la station. Donc on a moins de relations de fait à cause de ce changement-là. Et un autre point, c'est que c'est à ce moment-là aussi que commencent à se développer les approches système, donc qui ne sont pas forcément appelées comme ça en tant que telles, dès le départ. Donc approche système, c'est-à-dire qu'on passe d'expérimentation qui étaient plus d'ordre factoriel, on comparait donc, des facteurs les uns aux autres, toutes choses égales par ailleurs, à des expérimentations où il s'agit davantage de combiner en fait différentes pratiques en fonction d'un objectif à atteindre. Et donc, ça, c'est des choses qui sont, sur lesquelles... et ce sont aussi des expérimentations de long terme. À la différence des expérimentations, d'une partie en tout cas des expérimentations factorielles qui étaient mises en œuvre avant. Donc, ça devient beaucoup plus difficile de valoriser ça auprès de la population agricole des alentours, puisqu'il faut attendre, ça prend du temps, et en plus, on verra après, c'est des choses beaucoup plus compliquées à expliquer. Il reste 5 minutes. Il y a donc ces relations voilà, qui évoluent de cette manière-là. Et puis, dans le courant des années 2000, il y a quand même des relations vers l'extérieur qui se remettent en œuvre avec des enquêtes en fait, auprès des agriculteurs du territoire qui se développent, même si elles avaient lieu dans les années 90, il a commencé à y en avoir. Mais c'est quelque chose qui monte en puissance à ce moment-là. Il continue de monter en puissance. Voilà, pour arriver finalement à la mise en place en 2014, 2013, 2014, je ne sais plus, d'ateliers de conception avec des conseillers et des agriculteurs, donc de conception de systèmes en vue de l'expérimentation. Et donc là, on a de nouveaux liens qui se créent avec des agriculteurs locaux et des conseillers. Donc juste rapidement sur le type de connaissances produites, ce qu'on peut en dire, c'est que finalement, au début de la trajectoire, on est plus sur la production de références techniques qui peuvent être utilisées pour le conseil et qui d'une certaine manière sont directement disponibles. Le résultat est directement disponible pour le conseil. Et donc selon un cadre analytique et assez réductionniste. Et puis progressivement, on va davantage, avec le développement des expérimentations système et même les thématiques traitées à la station, vers une analyse des processus biologiques et écologiques selon un cadre systémique. Donc, ensuite, sur une deuxième trajectoire, donc pareil, je vais aller un peu plus vite, en ce qui concerne le partenariat avec le monde professionnel agricole. Donc, à la station de Gautron, les choses sont un petit peu particulières parce que vous en avez sûrement entendu parler. Il y a eu le problème de la maladie de la Charca, pour lequel la station a longtemps été accusée d'avoir été un des principaux initiateurs du développement de la maladie. Voilà, donc on ne va pas revenir là-dessus, mais ça a forcément créé en fait pas mal de tensions avec une partie du monde agricole. C'était pas tout le monde, mais c'était en tout cas un certain groupe d'agriculteurs locaux qui étaient en conflit avec la station et qui du coup avaient une position de dénigrer en fait tout ce que pouvait faire la station. Donc on a des relations difficiles à ce moment-là. Et ceci étant peut-être ajouté par le fait que c'est une station où il y a eu des travaux assez tôt sur la lutte intégrée, donc contribution fruitière intégrée, qui n'intéressaient pas forcément, dans les années 80, les agriculteurs qui étaient autour. Donc on a des relations assez difficiles dans les années 80. Et puis finalement, au cours des années 90, se développent les expérimentations en agriculture biologique. Et là, c'est l'occasion en fait, de refaire du lien avec les agriculteurs biologiques, puisque eux n'ont pas de station dédiée et ils manquent de références. Donc il y a à ce moment-là des liens qui se créent, donc avec le groupement de recherche en agriculture biologique et aussi un groupe d'agriculteurs, Agri-Biodrome et le conseil en bio, avec vraiment un partenariat, un projet de recherche qui est construit sur la production de références en partenariat avec les gens de ces groupes-là. Voilà, et ensuite, donc on a ici un lien particulier au monde agricole. Donc là,
Petit à petit, je vais vers l'équipe en particulier vers laquelle j'ai travaillé, qui est composée des gens qui ont surtout travaillé sur le projet depuis les années 90. Alors, on a un lien particulier avec le conseil local, donc le GRCETA, puisque pour ces essais, la station est adhérente du GRCETA. Donc, elle est conseillée par le conseiller local. Après, il attend œuvre ou pas, mais ça leur permet d'être au courant de ce qui se fait dans le coin et d'assurer une certaine relation. Et enfin, ce qui est intéressant dans les dernières années, c'est qu'on a un renforcement des visites sur les essais systèmes, des relations avec l'enseignement et du réseau ferme et Cofito en particulier, puisque l'essai système se terminant donc, sur les pommiers, comme j'en ai parlé tout à l'heure, il y a des résultats valorisés. Donc en termes de connaissances produites, on retrouve, à mon sens, le même type de trajectoire, même si ça se passe dans un temps un peu différé, puisque au début, l'objectif des essais en AB, c'est clairement de produire des références techniques en bio pour le conseil, mais en parallèle, on a une analyse des processus biologiques et écologiques selon le cadre systémique qui se développe, donc ça c'est porté par des gens qui font ces recherches, et finalement, et qui prend finalement de plus en plus d'importance avec l'expé système qui se développe et la nouvelle qui va être mise en place. Donc ce qu'on peut en retenir, c'est que en termes donc, des relations partenariales avec le grand monde, donc, je vais reprendre ici le cadre de la traduction. Ce qui est intéressant, c'est que avec cette analyse des trajectoires, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un impact en fait de l'environnement de la station. Donc que ce soit des demandes des producteurs, des crises sanitaires, sur les recherches qui y sont conduites. Donc là, on peut dire qu'on peut analyser ça sous le terme de la traduction de type 1. Ensuite, avec la nature des relations partenariales qui change, je pose l'hypothèse qu'on a une formalisation, voire une institutionnalisation progressive de l'environnement agricole comme source d'information pour la recherche. Dans le sens où, par exemple, si on prend le cas d'Alimien, on reviendra dessus tout à l'heure, il y avait des enquêtes, il y avait des relations informelles avec le monde agricole local, et puis on arrive finalement à la formalisation de ces relations avec la création d'ateliers de conception pour l'expérimentation. Et enfin, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on voit dans cette trajectoire, c'est que le statut d'instrument de diffusion de nouvelles pratiques de la station, donc on l'a vu depuis sa création, fait partie de l'idée de station, vacille au fil du temps. C'est-à-dire, alors je dis vacille, mais au sens où on a des moments où il s'agit bien de produire des références techniques pour le conseil. On a des moments où, parce qu'on se reconcentre sur des activités de recherche scientifique, ça devient plus difficile. Aussi en raison des types d'expérimentations qui sont mis en place, et puis avec des moments où il s'agit à nouveau peut-être de rediffuser ce qu'on a produit, et à Cotron c'est notamment le cas avec l'augmentation des visites, les liens très forts avec le lycée qui sont de plus en plus institutionnalisés, avec par exemple un chargé de mission qui va être embauché pour effectuer la mise en réseau en fait, des expérimentations système entre de la région. Donc là, l'idée, c'est bien de valoriser en fait, et de diffuser ce qui a été développé dans la station. Donc là, on peut considérer ça comme une traduction de type 3. En termes d'évolution des connaissances produites, donc on a vu, on a un développement dans les deux stations des expérimentations système aux côtés des expérimentations analytiques. Donc ça ne veut pas dire que les autres disparaissent, ça veut dire qu'on a un nouveau type d'expérimentation qui apparaît. Et que peut-être ce qu'on peut dire, c'est qu'on va d'une production de savoir basée plutôt sur des processus de déduction. Avec ces expérimentations analytiques, il s'agit d'expliquer, de déduire à partir d'observations, vers des savoirs peut-être qu'on peut qualifier de synthétiques, basés sur la recombinaison de savoirs, dans la mesure où, si on prend par exemple le cas d'Alenia, on a une multiplication des enquêtes, des consultations des producteurs, de la bibliographie, on consulte des experts, avant de réfléchir pour construire une problématique, pour construire la question de recherche en fait, et pour aussi produire des résultats. Et donc c'est en ce sens-là que peut-être on peut penser qu'il y a là une nature des savoirs produits qui change. Et enfin, en ce qui concerne l'évolution des connaissances produites,
On retrouve en fait donc une tension qui est liée à cette idée de station comme un objet semi-confiné. C'est une tension entre l'exigence de production de savoir généraliste, puisque les stations sont des lieux de recherche scientifique, donc comme on l'a vu, avec en particulier le moment à Alenia où il a fallu entrer dans cette logique de projet. Et en même temps, finalement, le fait que ces stations expérimentales gardent un caractère nécessairement situé, dans le sens où on est toujours dans un lieu géographique donné, on est toujours dans un environnement donné, donc avec par exemple des événements sanitaires qui peuvent intervenir et qui peuvent influer sur le cours des recherches qui sont menées à la station. Et aussi, une diapo. Ensuite, c'est aussi une tension entre l'exigence de respect des canons scientifiques et la volonté de contribuer à l'accompagnement au changement, qui est toujours mis en tension, puisque d'autant plus si on se met à travailler de plus en plus fortement avec des partenaires qui peuvent avoir des attentes fortes en termes d'accompagnement au changement de la part de la station. Donc juste pour finir, je vais ouvrir sur une discussion autour du cadre de la traduction. Donc, qui peut être questionné en fait par ce que je présente là, puisque notamment on voit ici qu'on n'est donc pas forcément dans un modèle confiné, puisqu'on a clairement une entrée du public dans le processus de production de connaissances avec les ateliers, et même avec les visites qui sont menées à Gotron, puisque ces visites en fait donnent lieu à des réflexions ensuite sur l'expérimentation. On a ici une mise à distance relative du monde, puisque comme je disais, la station expérimentale n'est pas un laboratoire, donc elle reste située. Et au final, ce qu'on peut voir, c'est qu'en particulier l'expérimentation système, donc ce type d'expérimentation particulier, questionne les processus de traduction, puisque la traduction de type 1 est finalement limitée, la réduction qui a lieu à ce moment-là est finalement limitée, puisqu'il s'agit bien de regarder une combinaison de pratiques pour un objectif donné, avec dans le cas d'Alenia en plus l'idée de penser jusqu'au circuit de commercialisation, même si le circuit de commercialisation n'est pas mis en œuvre, mais il est pensé. Donc on a là une réduction du problème qui est finalement limitée. Et peut-être des difficultés aussi autour de la traduction numéro 3, à cause des spécificités de l'expérimentation système, qui nécessitent en fait de repenser la manière de valoriser les résultats, puisqu'on est sur des expérimentations de long terme et qui sont très spécifiques, qui sont réalisées dans un système donné, et donc il est pour l'instant difficile pas toujours facile de valoriser les résultats. Donc pour conclure, ce que je voulais dire, c'est que dans les stations que j'ai observées, donc, on assiste bien à des phénomènes de traduction propres à la science. À ce titre, il me semble qu'on peut dire que les stations expérimentales, elles agissent bien sur le monde à travers les traductions, puisqu'elles produisent des résultats, elles interagissent avec le monde qui les entoure. Mais contrairement à ce que dit Gallon, où ce processus de traduction se fait en prenant une distance avec le monde dans les laboratoires, ici, le fait d'agir sur le monde se passe plutôt justement parce que ces stations sont en contact en fait avec le monde, et parce qu'elles sont vraiment en interaction forte avec le monde. Et c'est ce qui m'a amené donc à l'idée qu'on pouvait en parler du laboratoire des stations semi-confinées.